Merci et merci de m'avoir invité à cette journée d'actualité en archéologie biologique. Donc, je vais vous présenter les questions de transport et de conditionnement des aromates à l'âge du bronze en Méditerranée, en me concentrant sur deux problématiques sur lesquelles on a pas mal travaillé dans cette école thématique, qui sont les apports de techniques d'analyse complémentaires pour l'identification des aromates et des produits organiques, et les questions de la relation entre conteneurs et contenants. Donc, les épaves de l'âge du bronze en Méditerranée, il n'y en a finalement pas tant que ça, c'est-à-dire que tous les développements récents portent sur les périodes ultérieures. Donc, je vous ai fait, vous voyez là une représentation des différentes épaves. Alors, en réalité, par rapport à cette problématique des produits organiques, toutes les épaves de la côte du Carmel, et il y en a 22, c'est essentiellement du matériel métallique. On n'a pas de reste organique. Dokos, qui était la seule épave du bronze moyen, en fait, est aujourd'hui, à la lumière des fouilles récentes, est réinterprétée comme des dépôts d'une autre nature qu'une épave. Donc, on n'en parlera pas. Donc, je vais me concentrer sur les quatre autres, avec le fait que les produits organiques ont essentiellement été identifiés sur l'épave du Luburune, à laquelle je consacrerai l'essentiel de ce propos. Alors, première épave, c'est celle de Seytan Devesi, qui est au large de la Turquie et qui a été fouillée comme les deux autres épaves de Cape Gelidonia et de Luburune par l'IMA, c'est-à-dire la structure de l'Institute of Marine Archaeology, qui a été mise en place par l'Université du Texas à Bodrum. Donc, c'est une épave de la fin du bronze moyen, donc environ 1600 avant notre ère, avec quelques grands contenants céramiques que vous voyez en projection, et qui est interprétée comme la trace d'un cabotage local, Turquie et Nord-Levant. Il n'y a eu aucun reste organique sur cette épave. Pointeria, qui est la seule épave vraiment, on dira, sur la zone grecque. C'est en fait une épave sur laquelle, vous le voyez, il y a eu du matériel essentiellement de grands et moyens containers, aucune trace organique identifiée. La fouille a été une fouille qui a simplement prélevé un certain nombre de contenants, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y avait pas de produits aromatiques ou de matière organique, mais qu'il n'y a pas eu les analyses ou le type de fouille qui permet de les mettre en évidence. Cape Gelidonia, donc c'est une épave qui est également du bronze récent, vers 1200 en Turquie. On n'a pas d'indication non plus de reste organique, sauf un petit bloc de résine, mais qui n'a pas été analysé, qui est très proche visuellement de ceux qui ont été trouvés dans l'épave de Luburune. Alors Cape Gelidonia, elle est intéressante comme épave parce qu'on a là aussi essentiellement du matériel métallique. Donc une cargaison de lingots et de rebut, et le matériel céramique du type de cette jarre à étrier mycénienne que vous voyez là, enfin de jarre commune de taille moyenne, est interprété comme les effets personnels de l'équipage ou ce qui était embarqué pour permettre la vie à bord. Donc on est sur une interprétation de cabotage centrée autour d'un commerce local de métal. Donc l'épave de Luburune, vous avez ici une reconstitution de ce qu'a donné, ce que donnait le site. Donc c'est à la fois une épave extrêmement riche parce que les conditions de conservation avaient permis la préservation de l'ensemble du matériel. Et c'est une épave surtout qui a mobilisé des techniques d'archéologie extrêmement novatrices, notamment avec la récupération de l'ensemble du sédiment. Ce qui, par la suite, a permis un nombre d'analyses de différentes natures très, très importantes. Alors, c'est une épave qui est interprétée comme étant du XIVe siècle. Elle avait été interprétée plutôt de la fin du XIVe, mais en fait, c'est en train d'être revue pour aller peut-être vers les débuts du XIVe compte tenu du matériel. Il y a eu des études de palynologie qui ont été effectuées notamment dans les résines, en fait, pour la palyno piégée dans les résines.
Des études très importantes en carpologie qui ont permis vraiment la récupération de restes extrêmement fins, des études en malécologie, des études de restes phoniques, des études bien sûr sur le matériel métallique. Globalement, c'est une des fouilles les plus méticuleuses et ayant donné lieu à un maximum d'analyses en post-fouille, qui continue d'ailleurs à avoir lieu. Il continue à y avoir des travaux de recherche sur le matériel. Donc, et cette fouille nourrit en fait pratiquement tous les aspects de la recherche sur le commerce et la société à l'âge du bronze récent, actuellement entre l'Égée et le Levant, c'est-à-dire qu'on la voit régulièrement citée. Donc, je vais peut-être avoir des redites pour un certain nombre de personnes. Alors, ça, c'est une représentation ou une reconstitution à partir de tout le matériel trouvé et de l'implantation de la cargaison ou de l'organisation de la cargaison. On est sur un bateau, les calculs qui ont été effectués, qui auraient disons une charge totale de 20 tonnes. Et compte tenu de l'ensemble du reste de la documentation, on considère que c'était à peu près le tonnage maximal des bateaux sur cette période du bronze récent. Alors, la majeure partie de la cargaison est du métal. Donc, sur les 20 tonnes, les calculs considèrent qu'on est à peu près sur 12 tonnes de cuivre et d'étain. Donc, c'était vraiment le chargement majeur. On n'est pas sur un chargement majeur de produits aromatiques, même si on verra qu'il y en a à côté. Donc, vous avez là les deux formes de lingots en forme de pain et ces lingots très particuliers de l'âge du bronze récent qui sont dits en peau de bœuf. Donc là, vous avez un détail du reste de la cargaison avec une partie des amphores cananéennes et des pitoïs chypriotes qui vont contenir du matériel organique. Et ce que vous voyez en bleu, c'est des espèces de lingots en pain de faïence, enfin de verre bleu du type du verre égyptien, qui était aussi une partie importante de la cargaison, puisqu'on en a à peu près 300 kilos. Et je ne les ai pas en représentation, mais il y a des 75 000 perles également qui ont été trouvées dans l'épave, dont des perles de type très très particulier qu'on retrouve sur beaucoup de sites de la Méditerranée occidentale et en Crète et en Égée. Alors, la première chose importante, et ce qui a fait, on va dire, la une de cette épave, c'est la découverte de résine dans des amphores cananéennes. Donc, vous voyez l'amphore là sur la gauche de l'écran. Donc, toute une cargaison d'amphores avec de la résine. Donc, ça a donné lieu à une série d'analyses. Au tout départ, ça avait été interprété comme du boswellia, donc l'encens au Liban. Mais très rapidement, les analyses organiques ont permis d'identifier qu'on était sur de la résine de Pistachia. Donc le Pistachia, c'est le genre du pistachier, mais c'est aussi le genre du térébinthe et du lentisque, pour ceux qui viennent de la Méditerranée. Et également d'un Pistachia qui s'appelle le Pistachia atlantica, qui est plus nordique, qui couvre la zone nord-levant, Iran-Irak. Donc les analyses chimiques permettent d'identifier que c'est du Pistachia. Par contre, les marqueurs qui pourraient différencier les espèces ne permettent pas d'aller plus loin que le genre pour l'identification de cette résine. Donc ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que progressivement d'autres analyses sont venues compléter les analyses de résine, donc notamment les analyses de pollen piégé dans la résine, qui ont permis d'identifier une zone de récolte et de production qui est sur le sud de la Syrie, nord d'Israël, nord-ouest de la Jordanie. Donc ça donnait une zone géographique qui permettait de réduire les candidats, on va dire, du Pistachia, pour le Pistachia. Et il y a eu des analyses complémentaires de malacologie qui ont donné lieu à une très belle thèse et à plusieurs publications. Et il se trouve que dans la résine était piégé un tout petit escargot qui est endémique de cette même zone du sud, sud Syrie et nord Israël. Et cette zone-là est une zone où on est majoritairement sur du Pistachia atlantica. Ce qui amène les fouilleurs à proposer l'hypothèse qu'on est sur ce Pistachia atlantica plutôt que du Terebinthus
ou du lentiscus. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que la complémentarité des analyses au fil du temps, et ça s'est étalé sur 10 ans entre les premières analyses chimiques et les dernières études de malacologie et de palynologie, permettent progressivement d'affiner des hypothèses et de poser une identification au niveau spécifique. Donc on a une cargaison extrêmement importante de résine. Je prends un instant. Donc le calcul actuel sur les résines, petit trou, voilà. Les calculs initiaux devaient être de l'ordre d'une tonne et Semalpulac, le fouilleur, corrige cette estimation en affinant la typologie des amphores par référence à des travaux croisés sur leur morphologie et leur origine pétrographique, et on serait plutôt sur une demi-tonne. Mais c'est quand même un chargement de résine extrêmement important, et c'est de la résine brute. Donc il y a eu des analyses de McGovern que Nicolas avait citées, qui avaient identifié du vin sur la base d'un acide tartrique dans ces amphores. Ces analyses ont été reprises par l'équipe de Stern de Bradford, qui a refait tous les protocoles et qui ne met en évidence aucun vin et aucune trace d'acide tartrique, donc qui lui reste sur et confirme par différentes analyses qu'on est sur du pistacia, c'est-à-dire sur de la résine brute commercialisée. Alors ça peut paraître simple, mais c'est vraiment une découverte majeure. On est sur ce transport d'un produit brut en très grande quantité. Alors j'ai oublié de le dire, l'épave, on ne connaît pas l'origine de l'épave et les supputations restent extrêmement importantes dans le milieu archéologique pour savoir si elle est chypriote, levantine ou égéenne. On est sûr qu'elle a un commerce ouest-est. Donc elle allait du Levant ou de Chypre vers l'Égée et potentiellement vers la Crète. Mais on n'a pas d'éléments suffisamment probants pour indiquer qui a affrété ou quel était l'impulseur. Alors, ces jarres cananéennes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas servi qu'à transporter de la résine. Donc, on a une autre jarre sur l'épave qui a contenu des olives, avec récupération de noyaux d'olive. Donc, on est sur un conteneur. Alors, c'est des conteneurs qu'on va retrouver aussi en fouille terrestre, et on a tendance à identifier que quand on a une jarre cananéenne, longtemps, on a identifié que c'était du vin. Donc on se rend compte que oui, elles peuvent potentiellement avoir du vin, puisqu'il y a eu quand même des mises en évidence sur des fouilles terrestres, mais donc il peut y avoir de la résine, et puis là, il peut y avoir des olives. Donc un même conteneur sur un bateau pouvait avoir un contenu différent. Là, je vous ai mis un second détail de la cargaison. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment, mais on a là dans la reconstitution des espèces de ballots. En tissu, gris et blanc, là. Donc, en fait, ça, c'est un autre mode de transport qui a été identifié sur l'épave de Luburune, là, spécifiquement pour des matières aromatiques. Ce qui s'est passé, c'est que les restes, là, c'est les restes carpologiques qui ont vraiment donné les espèces ou les genres. Et ce qui s'est passé, c'est que la répartition des restes carpologiques dans l'épave était très, très éparpillée et sous du matériel, ce qui a fait dire aux fouilleurs qu'en fait, ces matériaux étaient contenus dans des sacs ou des paniers qui se sont totalement désagrégés, dont on ne retrouve plus la trace, mais qui ont déversé leur contenu extrêmement rapidement sur un ensemble de zones. Donc, dans les aromates, les aromates les plus importantes, c'est la coriandre. Donc, qui ont été retrouvées en quantité importante, relativement importante, on va dire. Il y a eu 100 graines de coriandre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des carpologues ou des archéobotanistes motivés, Cheryl Aldan, qui a fouillé cette partie-là des sédiments, enfin qui a fouillé les sédiments pour la partie carpologique, est loin d'avoir terminé. Donc il y a des seaux et des seaux de sédiments qui demandent à être tamisés et dans lesquels le matériel doit encore être identifié. Donc les chiffres qui sont indiqués là ne portent que sur probablement une partie de la cargaison.
Donc, graines de coriandre. Alors, la coriandre est distribuée très, très largement sur le site. On la retrouve dans des spécimens de fardage. On la retrouve sous les lingots. Et c'est ce qui a permis de suggérer qu'elle était stockée et transportée dans des contenants organiques, des boîtes, des paniers ou des sacs. La coriandre, en termes d'interprétation, dehors de l'aromate que vous pouvez connaître et imaginer pour la cuisine, est proposée dans l'âge du bronze, notamment sur la base des tablettes mycéniennes, comme un élément des huiles aromatiques. Alors peut-être comme quelque chose qui assurerait un espèce de mordant pour fixer les odeurs et qu'on mettrait en préalable. Donc elle est bien reconnue. On a une présence sporadique, Philippe, je ne sais pas si tu confirmes, sur les sites grecs dès le néolithique. Et des cultures ou une naturalisation qui serait proposée dans un horizon du bronze récent pour la Grèce, et par contre plutôt du bronze moyen pour le Levant. Oui. Ça te va. Bon, c'est bien. D'accord. Donc, essentiellement condimentaire au Levant, potentiellement dans des huiles aromatiques pour léger. En Égypte, elle a été cultivée et naturalisée. On la retrouve dans des contextes de tombes, mais il n'y a pas d'interprétation proposée sur son utilisation. La seconde découverte de restes en Carpo, c'est les grenades. Donc on a à la fois, on a plus d'1 millier de restes de fruits, de graines, on a des parties de fleurs, on a des fragments d'écorce de fruits qui ont été retrouvés dans un pitos, donc une large jarre d'origine chypriote. C'est des jarres qui font 1,40 m de hauteur, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, on a trouvé des centaines de graines également dans différents échantillons qui provenaient pratiquement de toutes les parties de l'épave. L'hypothèse qui est proposée par Cheryl Aldan, c'est que les fruits étaient probablement frais, mais pouvaient avoir été conservés de l'année précédente par des techniques du type de celles qu'on a documentées à l'âge classique chez Columelle. Donc elle a pu constituer également un ingrédient des huiles parfumées ou servir pour aromatiser du vin, bien que la plante ne soit documentée dans cette utilisation que pour la période classique, donc beaucoup plus tard. Dans l'âge du bronze, elle est surtout documentée pour sa fonction symbolique. On a énormément de représentations. Les autres plantes aromatiques qui ont été retrouvées, mais dans des proportions beaucoup moins importantes, c'est à droite le cartame et à gauche la nigelle. Donc il faut savoir que le cartame est une plante qui peut être utilisée à la fois comme huile pour ses graines et avec ses capitules comme une matière tinctoriale. Elle est bien documentée au Levant dès le néolithique, bronze ancien, bronze moyen. Elle commence à décliner au bronze récent, et notamment au moment où le sésame en fait apparaît et devient très important dans les restes carpologiques. Et ils ont trouvé des graines de cumin noir, donc la nigelle, là en très faible quantité, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir dans leur statut s'ils étaient transportés comme une matière aromatique pour être utilisés ou simplement comme condimentaire pour l'ordinaire de l'équipage. Alors, on a donc également des olives, je vous l'ai dit, contenues dans une jarre cananéenne. On a également des pépins de raisin, des coques d'amandes, des fruits de sumac, le russe coréaria, qui est Anacardias. Et de l'ébène africain, Diospyros melanoxylon, qui est d'origine d'Afrique. Et on a de l'ivoire, des lingots d'argent, du verre bleu, enfin d'autres matières qui ne sont pas organiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ces matières, on a sur la cargaison en fait des contenants de taille moyenne à grande. Là, je vous ai mis donc une grande jarre à étrier mycénienne. Les jarres à étrier sont interprétées dans les horizons minoens et mycéniens comme ayant contenu des huiles parfumées ou des huiles tout court. Donc vous avez à droite les petites jarres à étrier qui ont été trouvées dans la cargaison mais qui sont très peu nombreuses et qui sont interprétées comme ayant pu contenir des huiles parfumées, et les grandes jarres de céramique moyenne, enfin de céramique de taille moyenne, qu'on retrouve par contre dans la cargaison véritablement du luburine,
qui sont des contenants donc, de céramique grossière, d'une taille relativement importante, qui sont interprétés comme des contenants polyvalents ayant pu contenir de l'huile, mais aussi du vin ou tout autre liquide. Le second élément de conteneur de la cargaison, dans lequel on trouve des restes organiques, ce sont les pitoïs. Là, vous avez des pitoïs chypriotes. Donc, ce sont de très, très grands contenants. Hein. On est sur 1,30 m, 1,40 m. C'est des choses qui pouvaient être très difficilement déplacées, à tel point qu'on se demande si ce n'était pas un élément permanent de la cargaison du navire qu'on remplissait, qu'on vidait, qu'on remplissait. C'est très difficile à manipuler, très lourd quand c'est rempli. Contenant polyvalent, on identifie de l'eau, alors pas sur la cargaison du Luburune, mais au total des découvertes terrestres et maritimes, de l'eau, du vin, de l'huile, mais également des résidus de métal, mais également des perles, également de l'or piment, ça peut être des noyaux d'olive, donc vraiment des conteneurs extrêmement polyvalents. Troisième conteneur polyvalent, non pardon, ça c'est le Pitos chypriote, une autre vue, avec une vue en cours de fouille. Et alors ce qui est intéressant, et ça c'est unique avec l'épave du Luburune, c'est qu'on a un grand Pitos chypriote dans lequel on a de la céramique stockée. Donc des céramiques dans lesquelles il n'y a pas eu d'évidence de contenu, de traces organiques ou quoi que ce soit. Donc on aurait des céramiques vides, neuves, entre guillemets, stockées dans des pitoïs pour le voyage et le transport maritime. Le reste de la cargaison, des gourdes lenticulaires qui ont été analysées par Nicolas, mais on n'a pas trouvé de traces extrêmement significatives à l'intérieur. Et puis du petit matériel, mais en très petite quantité, du type de petites cruchettes ou autres, qui est identifié plutôt comme une cargaison complémentaire embarquée par l'équipage, comme un à côté de la cargaison principale, pour faire leur petite activité commerciale en parallèle. Et on a comme fardage du Sarcopotherium, qui est une espèce d'arbuste épineux qu'on trouve partout en Méditerranée, et y compris dans le pitoï pour environner les céramiques fines et empêcher la casse. Alors, je vais présenter juste un second site qui n'est pas Luburune, mais extrêmement rapidement parce qu'il est très particulier pour l'Égypte. C'est le site de Wadi Gawazi, qui est près de la ville de Safaga et sur lequel, qui est le seul autre, c'est plutôt un site portuaire, mais enfin disons le seul autre contexte de transport maritime dans lequel on trouve des restes organiques. Et en fait, c'est la découverte de boîtes que vous voyez là en cours de fouille. Et ici, après découverte. Donc c'est un ensemble de 21 boîtes en bois, entières ou fragmentaires, sur lequel on a un texte avec une inscription « Les merveilles de Punt », ce qui correspond aux résines qui étaient recherchées dans l'Ancien Empire, Moyen Empire et Nouvel Empire en Égypte, et qui étaient sourcées en fait dans la pointe orientale de l'Afrique. Donc c'est la première fois qu'on trouvait, ça n'a pas été analysé encore en en analyse organique, donc on ne sait pas si on y trouverait du boswellia, donc de l'encens au Liban, des commiphora, donc de la myrrhe, ou d'autres produits arabiques. Donc en guise de conclusion, certains éléments de réflexion. Donc on a encore très peu d'éléments parce qu'on a une épave et une seule. Donc pour tirer des conclusions, c'est quand même un tout petit peu court en matière organique. Les autres épaves tendent à montrer des échanges opportunistes, orientés plutôt sur le métal que sur les matières premières. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ça, sur les sites terrestres, on pose un trafic extrêmement important au bronze récent de matières premières aromatiques entre l'Égée, Chypre et le Levant. Et dans les épaves qu'on a, on a un trafic qui, lui, est orienté sur le métal.
Donc on a une discordance entre les sources terrestres à partir du matériel et ces premières sources d'épaves. Les produits à tester s'inscrivent dans une cargaison de luxe. On a vu de l'ébène, on a vu de l'argent, les perles, les lingots. On est vraiment dans une cargaison de luxe. Donc elle est un peu atypique. Et on ne peut pas savoir en termes d'interprétation aujourd'hui si elle reflète une série d'autres épaves à trouver ou s'il s'agit d'un cas isolé, c'est-à-dire d'une cargaison qui partirait dans le cadre d'échanges entre cours ou entre princes et qui aurait un côté de tribu ou cadeau un peu particulier. Il faut savoir que quand on relit les lettres d'El Amarna, on a, dans le cadre de tribus ou de cadeaux, des cargaisons, des indications de produits qui sont très proches de ce qui a été trouvé dans l'épave du Luburune. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que les containers en céramique sont extrêmement divers dans leur forme et leur origine. Donc, on a du chypriote, on a du mycénien, on a du levantin. Et là, potentiellement, ça pose des questions, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un bateau qui fait de la circumnavigation et qui recharge à chaque étape, ou est-ce qu'on est sur des types de contenants qui sont en fait réutilisés et qui donc survivent à leur utilisation initiale. Donc on peut avoir des jarres cananéennes qui étaient peut-être du vin et de la résine à l'initiale, mais qui restent dans l'affrètement du navire et qui sont réutilisées pour mettre des olives, pour mettre des graines, ce qu'on veut. On a des conteneurs organiques divers. Donc, par rapport à des sites terrestres, on peut ne pas avoir de traces, puisqu'on peut avoir des sacs, des paniers, des boîtes. Donc, on ne va pas avoir de conteneurs préservés, quelquefois pour nous indiquer des trafics. On ne va pas pouvoir les suivre, parce que le conteneur va avoir disparu. Les conteneurs sont non spécifiques au transport maritime. C'est des choses qu'on retrouve dans le transport terrestre, qu'on retrouve sur les sites. Il n'y a pas de particularité spéciale. Donc, pour finir, sur la résine, on a vraiment le cas typique où la complémentarité des types d'analyse permet de préciser les provenances, les routes, la nature de la découverte, et vraiment d'affiner au fur et à mesure et d'arriver à des choses extrêmement précises. Ce qui est plus intéressant, c'est les conteneurs, parce que là, on a vraiment un trafic de matière brute. L'ivoire, il n'est pas travaillé. Les lingots de verre, ils sont en pain. La résine, elle est non aromatisée. La coriandre, les olives, etc., c'est des produits bruts. Et on a par contre certaines jarres dans lesquelles on a les conteneurs, les petits conteneurs fins. Donc une des hypothèses qui est proposée et qui peut tenir la route pour au moins les huiles aromatiques ou les produits finis, c'est de dire qu'en fait des produits finis en petite quantité, fins, bouchés, à transporter dans une cargaison, c'est inefficace, c'est dangereux parce qu'il y a un risque de bris, et ça prend de la place parce qu'une fois qu'ils sont remplis et bouchés, on est obligé de prendre un certain nombre de précautions dans le conditionnement. Donc l'hypothèse serait que, en fait, ce qui circule à cette fin du bronze récent, ce sont des produits bruts avec des contenants pour les reconditionner sur place, soit avec ce qui fait le reste de la cargaison, soit avec des produits sur place qui leur ajoutent de la valeur ou les différencient, et que le transport de ces tout petits récipients qui signent une région, qui peuvent être les petites jarres fines mycéniennes ou des toutes petites jarres chypriotes très particulières, en fait, sont un premier élément marketing. C'est-à-dire que dans la clientèle locale, ils vont refléter le luxe, l'exotisme, l'étranger, mais tout en étant reconditionnés sur place. Donc par rapport à une problématique qu'on se posait hier, ça veut dire que peut-être les grands ateliers qu'on cherche pour l'âge du bronze récent, ils sont très peu nombreux. Parce qu'en fait, on est plutôt sur des officines de reconditionnement de matières premières dans différents endroits. Officines attachées à un palais ou toute petite boutique. Auquel cas, on a des espèces on aurait des espèces de structures qui seraient de l'ordre de la cuisine,
mais sans avoir la taille qui permette de les identifier spécifiquement. Je vous remercie de votre attention.